Notre exploration en profondeur du jour va nous emmener dans les coulisses de l'une des fortunes les plus colossales, mais aussi les plus polarisantes de l'histoire moderne. Ah oui, et pas qu'un peu polarisante. Exactement. En fait, on plonge au cœur des mémoires d'un homme dont le seul nom évoque immédiatement la richesse absolue. Je veux bien sûr parler de John D. Rockefeller à travers son autobiographie d'un titan. C'est un texte qui renverse pas mal d'idées reçues pour le coup. Totalement. Parce que l'image populaire qu'on retient généralement de lui, c'est celle du baron de l'industrie impitoyable, quoi. Le visage même du monopole absolu. Un homme qu'on imagine très volontiers mu par une avidité sans aucune limite. Le cliché du capitaliste avec le cigare et le chapeau haute forme. Voilà, c'est ça. Et c'est là que ça devient fascinant à la lecture, de ses propres mots, il y a une toute autre réalité qui semble se dessiner. Et la question qui va se poser tout au long de cette analyse aujourd'hui, c'est la suivante. Et si le véritable moteur de cet immense empire n'était pas du tout la cupidité? Hmm. Et si c'était plutôt une obsession presque maladive pour l'efficacité, pour la coopération et ce qu'il appelait lui-même les lois immuables du commerce? C'est vraiment une discussion pensée pour les esprits curieux, pour les entrepreneurs dans l'âme, ou simplement pour quiconque cherche à comprendre la mécanique réelle de la construction d'un empire. Bien au-delà des mythes. Et je dirais même que c'est une perspective indispensable si on veut tirer une véritable valeur de ces écrits. Ce qui est particulièrement frappant ici, c'est qu'on ne tient pas entre les mains un simple récit chronologique. Ni un journal intime rempli de regrets ou d'états d'âme, d'ailleurs. Non, pas du tout. Il s'agit d'un véritable manuel de philosophie des affaires. C'est l'anatomie d'une méthode. L'auteur ne s'attarde quasiment jamais sur ses émotions personnelles. C'est très clinique, en fait. Très. À la place, il décortique vraiment les principes fondamentaux qui ont permis de transformer de tout petits investissements locaux en une hégémonie mondiale sans précédent. Pour quiconque s'intéresse à la stratégie d'entreprise, c'est une mine d'or d'enseignements pratiques. Ça, pour une mine d'or, c'en est une. On y découvre un esprit qui perçoit les affaires non pas comme une série de paris audacieux ou de coups de chance, mais véritablement comme une science exacte. Une science basée sur l'ordre, sur une honnêteté comptable presque brutale et une compréhension extrêmement aiguë de la nature humaine. Du coup, j'aimerais qu'on commence par le tout début. Parce que c'est vraiment là que se forgent ces fameux principes. On imagine souvent ces grands manias baignant dans les millions dès leur jeunesse. Mais pour comprendre cet homme, il faut revenir aux fondations. Aux bases absolues, oui. Et ces fondations, à lui, ce sont des dindes. Ouais, des dindes. C'est assez inattendu. Carrément. Comment un jeune garçon issu d'une famille aux moyens très modestes commence-t-il à forger l'esprit qui va bâtir la Standard Oil? Ça commence avec des dindes. C'est une histoire fondatrice, en effet. Vers l'âge de 7 ou 8 ans, le jeune Rockefeller lance sa toute première aventure commerciale. Sa mère lui confie du lait caillé pour nourrir un petit élevage de dindes. Et il prend cette tâche avec un sérieux, mais un sérieux absolu. Pas comme un jeu d'enfant, quoi. Non, il s'en occupe religieusement. Il les engraisse au fil des mois, puis il les vend au marché local. Comme la nourriture de base lui était fournie par sa mère, presque tout ce qu'il gagne n'est que du bénéfice net. Malin. Très malin. Mais le détail qui change tout, ce n'est pas l'élevage en soi. C'est le fait qu'il consigne méticuleusement chaque centime, chaque dépense et chaque gain de cette transaction dans un petit carnet. Le fameux carnet. Exactement. Un carnet qu'il gardera d'ailleurs toute sa vie et qu'il appelait fièrement son Libro Maior, son grand livre de comptes. C'est stupéfiant de rigueur pour un enfant de cet âge. Mais au-delà de l'anecdote charmante de l'enfant qui compte ses sous, quelle est la véritable leçon qu'il en tire pour le reste de sa carrière? La leçon, elle est d'une profondeur redoutable. Ça illustre la puissance du détail et du bon sens. Le succès titanesque de son futur empire ne reposera jamais sur des coups de poker magistraux ou des intuitions mystiques. Pas de grand frisson du casino. Voilà, ça reposera sur cette maîtrise absolue de la comptabilité. Tenir un livre de compte dès l'enfance, c'est intégrer très tôt une règle d'or inébranlable, ne jamais, au grand jamais, se mentir à soi-même sur les chiffres. C'est une leçon pratique d'une immense valeur pour notre auditoire. Et il explique très bien d'ailleurs. Oui, selon son analyse, la grande majorité des échecs commerciaux proviennent d'entrepreneurs qui détournent le regard quand les chiffres commencent à être mauvais. Ils espèrent que la situation va s'arranger d'elle-même. Pour lui, tenir ses comptes au centime près, c'est affronter la réalité froide et mathématique du commerce tous les jours. Et cette intolérance viscérale pour l'approximation, on la retrouve de manière super éclatante dans son tout premier véritable emploi. Avant même de fonder sa propre entreprise, il a été commis chez Hewitt & Tuttle à Cleveland.
L'anecdote du plombier. Ouais, il y a cet épisode avec une simple facture de plombier qui en dit tellement long sur sa psychologie. Absolument. Il raconte cette scène où il se trouve dans le bureau d'un voisin d'affaires, un homme très occupé. Un plombier se présente avec une facture longue d'1 mètre, détaillant d'innombrables petites réparations. Et le voisin ne la lit même pas. Non. Le voisin y jette à peine un coup d'œil distrait et ordonne immédiatement à son comptable de la payer juste pour s'en débarrasser. Et Rockefeller décrit son propre sentiment face à cette scène. Il est littéralement scandalisé. Ça le choque physiquement presque. C'est ça. Dans son travail de jeune commis, sa mission consistait à passer au peigne fin chaque facture, y compris celle des plombiers. Il vérifiait chaque ligne, chaque écrou facturé, chaque heure de main-d'œuvre et il exigeait des corrections avant d'approuver le moindre paiement. C'est fou. Pour lui, approuver une facture n'était pas une formalité ennuyeuse. C'était un acte exécutif grave, une responsabilité suprême envers le capital de l'entreprise. Il traitait l'argent de ses employeurs avec plus de respect qu'ils ne le faisaient eux-mêmes. Mais alors, comment un jeune homme avec une telle rigueur, mais sans le sou, parvient-il à obtenir les capitaux nécessaires pour se lancer à son propre compte? Parce qu'à un moment donné, il faut bien de l'argent pour fonder une société. Oui, on ne bâtit pas un empire de l'air. J'ai été particulièrement marqué par la façon dont il a obtenu son tout premier grand prêt bancaire. C'est incroyable. C'est l'une des scènes les plus révélatrices de ses mémoires. Il a besoin de capitaux pour lancer sa première affaire avec un associé. Il se présente donc devant le président d'une banque locale, un certain monsieur Andy. Et il y va au culot. Avec une assurance tranquille, sans la moindre arrogance, mais avec une clarté totale, il demande un prêt de 2 000 $. À l'époque, c'est une somme faramineuse pour un jeune inconnu. Et le banquier accepte sans la moindre hésitation. Sans hypothèque, sans garantie solide. Rien. Pas sur la base de garanties extravagantes ou de biens immobiliers qu'il ne possédait de toute façon pas. Le banquier a simplement demandé à voir les reçus de son entreprise naissante et à scruter sa réputation locale. Il a obtenu ce prêt colossal uniquement sur la base de sa réputation de sérieux absolu et de la clarté cristalline de sa comptabilité. C'est fascinant de voir que le caractère lui-même devient une monnaie d'échange. Le banquier n'a pas investi dans un business plan abstrait, il a investi dans un homme qui avait prouvé qu'il ne gaspillait pas un seul centime. Et c'est le cœur de sa doctrine. Le caractère et l'honnêteté constituent le capital le plus précieux et le plus tangible d'un individu. L'argent, selon lui, vaut ce qu'il peut produire entre les mains de la bonne personne. Et il dit aussi qu'il n'avait aucune peur d'emprunter, non? Tout à fait. Il ajoute qu'il n'avait aucune peur d'emprunter car il savait avec une précision mathématique comment il allait rentabiliser chaque dollar obtenu. D'ailleurs, en parlant d'emprunt et de rentabilisation, il faut absolument mentionner son père. Ah, le père! Une méthode d'éducation très particulière. C'est presque comique, mais d'une cruauté formatrice incroyable. Son père lui prêtait régulièrement de l'argent, mais à un taux d'intérêt de 10%, ce qui était extrêmement élevé à l'époque. Et c'était pas le pire. Non. Le pire, c'est que le père avait la fâcheuse habitude de venir exiger le remboursement intégral sans prévenir, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, juste pour le tester. Une méthode d'éducation financière pour le moins brutale. Mais Rockefeller avoue que sur le moment, ces demandes de remboursement surprise étaient une source d'anxiété terrible. Tu m'étonnes. Mais avec le recul des années, il réalise l'immense cadeau que son père lui a fait. Cela l'a forcé à ne jamais s'endormir sur ses lauriers, à faire fructifier l'argent rapidement, à conserver des réserves de liquidités et surtout, à toujours avoir un coup d'avance. Il a appris à gérer la pression financière la plus extrême dès son plus jeune âge. Et cette habitude d'être toujours sur le qui-vive, de traquer la moindre inefficacité, on sent que c'est exactement ce qui a façonné sa vision, à grande échelle. Et c'est là que l'on bascule vers la création de la célébrissime Standard Oil. Le gros morceau du livre. Le grand public garde souvent l'image d'un rouleau compresseur, d'une entité forçant ses concurrents à la soumission. Mais sa propre version des faits est totalement à l'opposé. Il parle d'une démarche d'unification volontaire. Et c'est une nuance cruciale pour comprendre sa philosophie. Il rejette l'idée du chantage avec la dernière des énergies. Dans sa perspective, on ne peut tout simplement pas forcer des hommes d'affaires brillants, fiers et têtus, à travailler ensemble toute une vie sous la contrainte d'un fusil financier. L'Empire s'est bâti, selon lui, sur la force inébranlable de la coopération. C'était pas le Far West, l'industrie pétrolière au début? C'était exactement le Far West. Il faut s'imaginer l'industrie pétrolière à ses balbutiements, c'était le chaos absolu.
Des puits qui jaillissaient un jour et s'asséchaient le lendemain, des raffineries de fortune qui prenaient feu, des prix qui faisaient le yo-yo, des faillites quotidiennes. Un cauchemar logistique. Il a compris très tôt que la seule façon de stabiliser cette industrie, d'assurer des emplois pérennes et de baisser les prix pour le consommateur final, c'est d'unir les capitaux dispersés et d'agréger les meilleures intelligences du pays sous une même bannière. Et quelles intelligences! Ces mémoires dressent des portraits très vivants de ses associés. Il y a des personnages hauts en couleur, comme John D. Archbold par exemple. L'enthousiaste. On raconte qu'à une époque où le prix du baril de pétrole s'effondrait et où tout le monde paniquait, ce jeune homme était tellement convaincu de la valeur à long terme de leurs produits qu'il signait les registres des hôtels avec un véritable slogan de bataille, à côté de son nom, John D. Archbold, à 4 $ le baril. C'est de la ferveur à ce niveau-là. Et il y a aussi Henry M. Flagler, l'ami de la première heure. Oui, un profil différent. Henry Flagler est un excellent exemple de cette union des esprits. À une époque où tout le monde construisait des raffineries bon marché en tôle ondulée, terrifié à l'idée que les réserves de pétrole sous terre ne s'épuisent du jour au lendemain, Flagler prenait le parti inverse. Il voyait loin. Il insistait pour construire les infrastructures les plus solides, les plus durables et les plus chères. Sa logique était simple, si une chose mérite d'être faite, elle mérite d'être faite parfaitement pour durer des décennies. Et Rockefeller adorait ça. Il admirait cette vision à long terme. Mais évidemment, réunir des esprits aussi forts et visionnaires sous un même toit, c'est s'exposer inévitablement à des conflits internes majeurs. Justement, comment parvenait-il à diriger une telle équipe? Parce qu'on imagine bien les tensions entre les profils prudents qui veulent protéger les acquis et les jeunes loups qui veulent s'étendre toujours plus loin. Il y a un excellent exemple de ça dans le texte. L'épisode de l'expansion à 3 millions de $? Oui. À la fin du 19e siècle, 3 millions de dollars, c'est une somme astronomique, presque inconcevable. C'est l'un des passages les plus instructifs sur son leadership. La branche progressiste de l'entreprise souhaitait lancer un plan d'amélioration massif des infrastructures, estimé à ces fameux 3 millions de dollars. L'un des associés les plus expérimentés, de nature très conservatrice, refuse catégoriquement. Il bloque tout. Il campe sur ses positions, dans la salle de réunion, les mains dans les poches, et répète inlassablement que les affaires vont bien si qu'il est hors de question de risquer cet argent. L'impasse est totale. Les arguments logiques ne fonctionnent plus. Et c'est là qu'il fait un mouvement d'une audace folle. Voyant que la persuasion classique a échoué, Rockefeller propose de financer cette opération titanesque sur ses propres deniers personnels. Sur sa propre fortune. Il s'engage devant tout le monde, il dit en gros, si le projet réussit, l'entreprise me rembourse et prend les bénéfices. Mais si le projet échoue, j'assumerai seul, sur ma propre fortune, l'intégralité de la perte de ces 3 millions de dollars. Et le résultat est immédiat. L'associé réticent, abasourdi par un tel niveau d'engagement et de conviction financière, cède instantanément. Il accepte finalement que l'entreprise prenne le risque. C'est magistral. La valeur pratique de cette histoire est inestimable pour quiconque dirige une équipe. Rockefeller démontre comment allier des esprits conservateurs, vitaux pour protéger l'entreprise du désastre, avec des esprits agressifs, indispensables pour assurer sa croissance. La méthode n'est pas d'écraser l'opposition interne ou de passer en force. C'est convaincre par la peau du dos. La clé est d'avancer à un rythme unanime. En mettant son propre argent sur la table, il a prouvé que sa vision n'était pas un pari imprudent jeté en l'air, mais une certitude absolue. Une démonstration de force par la prise de risque assumée. Mais bien sûr, on ne bâtit pas un tel colosse sans attirer la foudre. Et l'un des aspects les plus captivants de cette plongée dans ses mémoires, c'est la façon dont il répond à ses détracteurs. Ah oui, et ils étaient nombreux. La presse et le public de l'époque n'ont pas manqué d'accuser la Standard Oil de détruire impitoyablement ses rivaux ou d'extorquer les compagnies de chemin de fer. Et il ne se dérobe pas. Il consacre de longues pages à s'expliquer, notamment sur la fameuse affaire de la veuve Bacchus. Il est essentiel d'aborder la façon dont il perçoit et justifie ses propres actions, en gardant une totale impartialité sur le fond de l'affaire pour notre auditoire. Oui, on ne juge pas, on rapporte. Exactement. Madame Bacchus possédait une usine d'huile lubrifiante. Après avoir vendu son entreprise à la Standard Oil, elle a lancé une grande campagne dans la presse affirmant avoir été spoliée et forcée de vendre ses installations à un prix dérisoire, jouant sur son statut de veuve sans défense. Ça a fait un bruit monstre. Face à ce qui devenait un scandale national, Rockefeller expose sa défense avec une froideur chirurgicale. Il sort littéralement les reçus. Il détaille tout. Précisément. Il révèle dans le livre avoir payé 60 000 $ pour l'usine, un prix qu'il jugeait largement supérieur à la valeur réelle de remplacement des installations. Et il affirme l'avoir fait par pur égard pour la veuve d'un vieil ami.
Et ce n'est même pas l'argument le plus fort. Non, l'argument le plus saisissant de sa défense, c'est une lettre qu'il reproduit intégralement. Après les premières plaintes publiques de Madame Bacchus, il lui a écrit pour lui proposer purement et simplement d'annuler la transaction. De tout défaire. Il lui offrait de lui rendre l'usine intacte et de reprendre l'argent, ou même de lui revendre des actions au prix coûtant de l'époque. Selon ses écrits, elle a catégoriquement refusé cette offre, préférant conserver l'argent tout en continuant à se plaindre dans la presse. Cette approche analytique, presque bureaucratique dans la gestion du scandale, il l'applique aussi à la plus grande accusation qui pesait sur son entreprise, les fameux rabais obtenus auprès des chemins de fer. Ses concurrents criaient à la corruption, affirmant que la Standard Oil forçait les trains à transporter son pétrole pour des sommes ridicules, faussant toute concurrence. Sur ce point, sa ligne de défense repose sur un concept qu'il vénère par-dessus tout, ce qu'il nomme les lois naturelles du commerce. Les fameuses. Selon son argumentation détaillée, ces réductions tarifaires n'avaient strictement rien d'une extorsion machiavélique ou d'un complot dans l'ombre. Il s'agissait simplement de l'application logique de la remise de volume. C'est très moderne comme vision. Pour bien comprendre, on peut faire un parallèle direct avec le monde aujourd'hui. C'est exactement le même principe que les géants du e-commerce actuels, qui obtiennent des tarifs postaux mondiaux dérisoires parce qu'ils expédient des millions de colis par jour, contrairement aux petits commerçants de quartier qui payent le plein tarif pour envoyer une boîte par mois. C'est la loi mathématique du volume. La Standard Oil ne se contentait pas d'envoyer quelques barils ici et là. L'entreprise garantissait au chemin de fer un trafic gigantesque et régulier, quotidien. Mieux encore, elle construisait ses propres infrastructures de chargement, minimisant le travail des compagnies ferroviaires et leur fournissait même parfois le carburant. C'est ce qu'il explique. En échange d'un tel niveau de service et de volume garanti, il était logiquement impensable de payer le même tarif au baril qu'un producteur indépendant envoyant un seul wagon de manière sporadique. C'est le bon sens commercial. Il justifie cela de manière implacable. On ne peut pas maintenir artificiellement des conditions économiques obsolètes pour faire plaisir à ceux qui refusent d'évoluer. Le marché dicte inévitablement le succès par l'efficacité organisationnelle et le volume. D'ailleurs, quand on parle d'efficacité organisationnelle et de négociation, il faut s'arrêter sur cette incursion incroyable dans le transport maritime de minerais de fer sur les Grands Lacs. Ah, l'histoire de Monsieur Mather. C'est sans doute l'histoire qui illustre le mieux son génie redoutable des affaires. À un moment donné, l'entreprise se rend compte que les coûts de transport du minerai ruinent ses marges. La décision est prise, ils vont construire leur propre flotte de navires géants. Et le recrutement est audacieux ? La personne qu'ils choisissent pour superviser cette construction colossale est totalement inattendue. Ils embauchent l'un de leurs concurrents les plus farouches, un certain Monsieur Mather. Un choix qui semble totalement contre-intuitif au premier abord. Mais la logique sous-jacente est brillante. Rockefeller et ses associés savaient pertinemment que Mather était le meilleur expert absolu dans ce domaine sur les Grands Lacs. Ils l'ont donc embauché en le payant très généreusement pour qu'il mette son expertise à leur service plutôt qu'au service de la concurrence. Garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. C'est l'art subtil de neutraliser une menace par l'intégration. Et la façon dont ce monsieur Mather a géré les chantiers navals laisse véritablement sans voix. L'Empire avait besoin d'une flotte de 12 navires d'un seul coup. Une commande énorme. D'une ampleur inédite. Si cette information avait fuité publiquement, les prix des chantiers navals auraient instantanément explosé face à une telle demande. Comment a-t-il procédé ? Il a convoqué les directeurs de 9 chantiers navals différents dans un hôtel de Cleveland. Et c'est là que la mise en scène devient fascinante, de stratégie. Mather a gardé le secret absolu sur le nombre total de navires dont il avait besoin. Il a reçu ses 9 directeurs, un par un, dans sa chambre d'hôtel. En huis clos. Chaque directeur, ignorant tous des besoins réels, était persuadé de devoir négocier farouchement pour obtenir la construction d'un ou tout au plus 2 navires. En les isolant ainsi, Mather a fait signer à chacun d'entre eux des contrats individuels à des prix extrêmement compétitifs, proches du prix coûtant. Et la scène finale est digne d'un film. Tous ces directeurs finissent par se croiser en redescendant dans le grand hall de l'hôtel. Chacun commence à se vanter auprès de ses concurrents d'avoir remporté le contrat exclusif avec la Standard Oil. La chute est rude ? Et c'est en comparant leurs notes, là dans le hall, qu'ils réalisent avec stupeur qu'ils avaient concouru contre eux-mêmes et que Mather venait d'acheter 12 navires d'un coup à des prix défiant toute concurrence. Cette anecdote démontre magistralement que la maîtrise et la rétention de l'information sont parmi les armes les plus décisives dans l'arsenal des affaires.
En compartimentant l'information, Matter a généré une urgence et une compétition purement artificielle qui ont permis d'économiser une fortune. Et c'est là qu'on retrouve la philosophie. Services ou produits possibles au prix le plus juste grâce à une organisation et une intelligence supérieures. Mais une fois que l'organisation supérieure a fonctionné, une fois que la richesse accumulée dépasse l'entendement humain, une nouvelle question émerge. Que fait-on de tout cet argent? La question de l'héritage et de la société. Et c'est le dernier grand pan de notre analyse, l'art difficile de donner et la véritable définition du service rendu à la société. Vers la fin de l'ouvrage, le ton du titan change de manière assez perceptible. Il devient plus réfléchi. On l'imagine presque soupirer en écrivant que, passé une certaine limite, l'argent n'achète plus grand-chose, ni une bonne digestion, ni la tranquillité d'esprit, ni le bonheur. Mais le plus surprenant, c'est son avertissement sévère contre ce qu'il appelle la charité aveugle. C'est un point sur lequel il se montre intraitable. Il considère que distribuer de l'argent gratuitement, sans discernement, juste pour soulager sa conscience, est l'une des pires choses qu'un homme riche puisse faire. Ça crée de la dépendance. Exactement, car cela détruit l'indépendance de celui qui le reçoit. Sa vision de la philanthropie est très structurée, presque scientifique, à l'image de sa comptabilité. Sa thèse est claire, le plus grand service que l'on puisse rendre à la société, ce n'est pas de faire l'aumône dans la rue. C'est quoi alors pour lui? C'est de créer des emplois rémunérateurs. Investir son capital pour construire des industries florissantes qui permettent à des milliers d'individus de développer leurs propres compétences et de subvenir dignement aux besoins de leur famille, voilà, selon lui, la philanthropie ultime. Aider les gens à s'aider eux-mêmes. Il s'agit de ça. Le gaspillage de l'argent caritatif l'horripile tout autant que le gaspillage dans une raffinerie. Il utilise d'ailleurs une analogie médicale qui frappe vraiment l'imagination et qui résume parfaitement sa pensée. Il explique que construire un hôpital pour soigner des malades de la typhoïde, par exemple, c'est une action très noble et nécessaire. Mais ce n'est pas suffisant. Mais la véritable philanthropie, le summum du service rendu à l'humanité, c'est de financer la recherche médicale longue et coûteuse pour découvrir la bactérie responsable et éradiquer la maladie à la racine. Ne pas se contenter de traiter éternellement les symptômes, mais éliminer définitivement le problème. Tout à fait. Et il transpose cette logique implacable directement au monde des affaires et de l'entrepreneuriat. C'est peut-être la valeur pratique la plus directe que quiconque écoute cette discussion devrait retenir. Le conseil ultime. Le livre offre ce conseil qui traverse les siècles. L'erreur absolue est de vouloir dupliquer des entreprises existantes. Si l'on ouvre une usine ou un commerce exactement à côté d'un autre qui satisfait déjà parfaitement la demande locale, on ne crée rien. On divise juste le gâteau. On détruit de la valeur, on divise les marges et on gaspille le capital de la nation. La véritable voie du succès et le véritable devoir de l'entrepreneur, c'est l'innovation. C'est chercher profondément où ses propres talents ou ses capitaux peuvent offrir un service véritablement nouveau ou tellement mieux exécuté qu'il en devient indispensable à la communauté. Si on ne rend pas un vrai service, on meurt. Si une entreprise ne rend pas un service fondamental à l'avancement de la société, elle n'a aucune légitimité à survivre selon ces lois naturelles du commerce. C'est un retournement de perspective assez vertigineux sur le rôle de l'entreprise. En arrivant au terme de cette plongée dans ses mémoires, l'esprit global qui se dégage du texte est bien loin de l'image d'Épinal du spéculateur ricanant sur ses sacs d'or. On est loin de la caricature. À travers ses propres mots et ses propres justifications, on découvre plutôt la figure d'un médecin des entreprises malade, un homme qui se décrit avant tout comme obsédé par la réduction des gaspillages, par la rationalisation des processus chaotiques, par la confiance mutuelle entre associés et par une vision à très très long terme. C'est une méthode rigoureuse. Qu'on approuve ou non les méthodes d'un tel empire, la clarté méthodologique du propos force l'attention. Cela donne indéniablement l'envie de se plonger dans le texte original pour y puiser d'autres leçons d'efficacité qui, de toute évidence, n'ont pas pris une ride. Et si l'on prend un peu de recul pour conclure notre réflexion, cette analyse soulève une question ouverte tout à fait passionnante pour notre public, en observant notre époque moderne et les géants technologiques d'aujourd'hui. Les grands de la Silicon Valley, par exemple. Ces immenses monopoles numériques qui organisent l'information mondiale, captent l'attention et gèrent la logistique planétaire, on peut légitimement se demander ce qu'en penserait l'auteur de ces mémoires s'il était parmi nous. Ce serait intéressant d'avoir son avis, oui. Verrait-il ces nouveaux empires tentaculaires comme le triomphe absolu et ultime de ces fameuses lois naturelles du commerce, des entités hyper efficaces qui facilitent la vie à une échelle jamais vue? Ou bien, et c'est peut-être la question la plus troublante à se poser, jugerait-il qu'ils ont fini par oublier sa propre règle d'or?
s'assurer que le service rendu profite réellement à l'avancement de la civilisation. Exactement, sans étouffer stérilement l'innovation de tous les autres. C'est assurément une pensée fascinante à garder à l'esprit en refermant cet ouvrage.